Le Lopez. Chaque jour, David, vous nous entraînez aux origines d'une invention. Aujourd'hui, une invention qui pourrait m'être utile. Tout à fait. Quand j'étais au lycée, moi j'avais une amie qui s'appelait Louise et qui un jour à la récré a voulu prédire si les garçons de la classe allaient perdre leurs cheveux ou pas. Et quand elle est arrivée à moi, elle a soulevé mes cheveux sur le front et elle a dit ouais, toi, tu vas perdre tes cheveux. Et c'était cruel parce que j'avais 16 ans et à partir de ce moment-là, j'ai vécu dans la peur. Et malheureusement, peu de temps après, la prophétie de Louise a commencé doucement à se réaliser. Mes golfs se sont creusés et petit à petit, la densité générale de ma chevelure s'est amenuisée. Je sais aujourd'hui que j'en ai plus pour longtemps et je vois que certaines personnes sur Internet le remarquent, et en particulier les gens déjà chauves, dont l'œil est particulièrement exercé. C'est les pires, ceux-là. Voilà, et qui voient en moi un frère en devenir. C'est d'une grande tristesse. À 35 ans, 2/3 des hommes disent qu'ils perdent au moins un peu leurs cheveux. À 50 ans, c'est 85%. Alors évidemment, depuis la nuit des temps, les hommes cherchent des méthodes pour ne plus perdre leurs cheveux. Les plus anciennes, elles ont plusieurs milliers d'années et ce sont en gros toujours des variations autour de je mélange de la boue avec des orties, des graines de melon et de la graisse de chat et je frictionne mon cuir chevelu avec. Mais évidemment, ça ne marche jamais, jamais, jamais. Et en gros, de la nuit des temps jusque dans les années 50-60, il n'y avait qu'une seule méthode qui permettait de ne pas perdre ses cheveux, et qui d'ailleurs permet encore de ne pas perdre ses cheveux aujourd'hui, c'est d'être castré avant la puberté. Oui. Voilà. La castration avant la puberté, c'est une méthode qui reste assez peu utilisée de ce point de vue-là quand même, parce qu'on considère que le prix à payer est un petit peu trop élevé. Voilà. Et puis, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, il y a 3 méthodes qui sont apparues et qui, elles, fonctionne. La première, c'est la molécule C9H15N5O qui était utilisée à partir des années 50 pour traiter l'hypertension artérielle, et on s'est rendu compte que par ailleurs, elle avait le pouvoir, dans certains cas, de faire repousser les cheveux, et c'est devenu le médicament connu de tous les gens qui perdent leurs cheveux, le minoxidil. Moi, j'en mets tous les jours de ma vie depuis janvier 2003. Oui. C'est vrai ? Ça ne marche pas pour tout le monde, mais ça marche un petit peu. Mais le 5%, parce que le 2%... Le 2%, laissez tomber, ça sert à rien. Concentré 5%. Oui. Pareil, dans les années 80, on s'est rendu compte qu'une autre molécule dont on servait pour guérir les gens qui avaient une trop grosse prostate avait aussi pour effet de leur faire repousser les cheveux, et c'est devenu le Propecia. Le Propecia qui a pris un petit coup dans l'aile il y a 10 ans quand il a été révélé qu'il pouvait provoquer des pertes de désir sexuel irréversibles. Carrément. Ce qui est bête quand même, parce que l'idée de faire repousser ses cheveux, c'est de provoquer le désir sexuel chez l'autre. Mais si pour ça, il faut qu'on perde le nôtre au passage, ça ne sert plus à rien. Et la troisième méthode, qui marche, elle, à tous les coups, c'est bien sûr la greffe de cheveux. Alors, le monsieur qui le premier a appliqué cette méthode à une certaine échelle, c'est un médecin américain, Norman Ohrenreich, dans les années 50. Et ce monsieur, il a remarqué que si on prenait des cheveux à un endroit où ils ne tomberont jamais, c'est-à-dire à l'arrière de la tête, et qu'on les déplace à un autre endroit, eh bien ces cheveux conservent leur vigueur pour toujours. Bon alors, au début, les greffes de cheveux, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était vraiment nul. Ça faisait champ de poireaux. Voilà, ça faisait une sorte de petit potager. Et surtout, un potager qu'on remarquait à 3 km. C'est-à-dire, on voyait très bien. Et personnellement, je me suis toujours demandé pourquoi. Parce que c'était vraiment mieux qu'une absence de potager. C'était vraiment, il valait mieux ne pas avoir de cheveux qu'avoir ça. Et puis, dans les années 90, on a découvert la technique dite de l'extraction d'unités folliculaires. Les unités folliculaires, c'est des groupes de plusieurs cheveux qui poussent ensemble. Et si on les prend et qu'on les déplace, ils font des merveilles à l'endroit où on les met. Et non seulement il n'y a pas de cicatrices visibles à l'endroit où vous les enlevez, mais ça se fond super bien dans les zones d'accueil, comme on les appelle. Évidemment, ça coûte cher, jusqu'à 15 000 €. Mais plus que le prix, je pense que moi, la seule chose qui me fait hésiter, c'est que pour faire ce genre de greffe, il est très conseillé de se raser la tête, parce que ça facilite beaucoup le travail des chirurgiens. Toute la tête ? Non, la zone. Ah non, toute la tête, pour bien prélever et pour bien voir où on va le mettre. La plupart des gens qui font ça se rasent la tête. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde va remarquer, si je le fais, que je me suis fait réimplanter des cheveux immédiatement. Et c'est pas toujours facile à assumer, surtout pour des gens qui montrent leur visage un petit peu plus que les autres, comme c'est notre cas. On embrasse Marc-Olivier Fogiel, qui nous écoute et qui a été un pionnier, n'est-ce pas, de toutes ces techniques. On est nombreux à avoir... Mais vous, c'est la deuxième période, vous, c'est la bonne